Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Kalawadala. La piste longue se fera. C'est la teneur des discours officiels ces dernières semaines. Le président de la République l'a promis aux Mahorais pour un début de chantier avant la fin de son quinquennat, mais on sait déjà que ce ne sera pas le cas. L'avis de l'AE, autorité environnementale, a fait l'effet d'une douche froide avec de sérieuses réserves, le début de la fin pour les plus pessimistes. Et pourtant, on nous le répète, la piste longue se fera. Pour preuve, des travaux préparatoires ont débuté en novembre 2019, soit quelques semaines seulement. Après la visite officielle du président à Mayotte, des comités de pilotage sont organisés. Le dernier, le troisième, a eu lieu, c'était le 30 septembre dernier. Une maison dédiée à la piste longue a été même inaugurée il y a quelques jours. Damien Cazé, directeur national de l'aviation civile, la DGAC, était à Mayotte il y a quelques jours et il a assuré ce projet se fera. La piste longue se fera donc réellement, mais avec quelle dimension peut-on encore parler de piste longue comme les Mahorais l'imaginent et le souhaitent depuis des années? Où en est-on des études et quelle est la place des usagers dans tout ce projet? La piste longue est-elle sur les bons rails? Une question que l'on va poser à nos invités ce soir. Christophe Masson, délégué de la direction du transport aérien de la DGAC à la piste longue de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, M. Omar Ali, troisième vice-président du conseil départemental chargé de l'administration générale, transport et transition écologique. Bonsoir. Bonsoir Siti, bonsoir les Mahorais et les Mahoraises. De l'autre côté, Mme Chris Korji, présidente de l'OTAM, association des usagers des transports aériens de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Et notre quatrième invité, Régis Novou, porteur de projet Zena. Bonsoir. Bonsoir Siti. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par l'actualité sur ce projet. C'est l'inauguration, la dernière actualité, c'est donc cette inauguration de la maison dédiée à la piste longue. Elle est installée dans les anciens locaux de Mayotte la Première à Pamandzi. Il y a eu différentes réactions depuis, pessimistes, mitigées, mais une question, pourquoi une maison dédiée à la piste longue? Expliquez-nous, on va commencer par vous, Monsieur Christophe Masson, puisque vous êtes le délégué pour ce projet. Pourquoi une piste longue? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans ce processus-là? Alors, la maison du projet, c'est un élément qui fait partie d'un tout pour organiser en fait une consultation, des échanges avec le public, donner de l'information, recueillir des avis, recueillir des remarques sur les travaux qui sont en cours, les travaux préparatoires, qui vont permettre effectivement, et on est déjà dans la phase opérationnelle de réalisation de la piste, qui vont permettre effectivement la réalisation effective des travaux. Alors c'est un élément parmi d'autres d'échange avec le grand public, avec les Mahorais, les Mahoraises. On a mis en place déjà depuis le mois de juillet un site internet sur lequel il y a un formulaire où tout à chacun peut poser des questions et on apporte les réponses. On a mis en place une page Facebook. Également, on réalise régulièrement donc, des films de présentation sur ce qui est en train d'être fait, des dossiers de présentation, une lettre d'information. Tout ça, c'est un dispositif qui va être complété aussi à l'avenir par des stands itinérants, où on va aller sur Grande Terre justement pour pouvoir échanger avec tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par la piste longue, et recueillir surtout les avis. Et on aura également des réunions publiques. Voilà, c'est tout un dispositif qui est, je dirais, classique sur tout grand projet d'infrastructure. Peut-être moins classique la maison du projet parce qu'il n'y en a pas toujours sur les grands projets, mais ça nous paraissait quand même essentiel d'avoir un lieu qui incarne ce projet, en particulier sur Pamandzi, qui est aujourd'hui la commune la plus concernée à la fois par l'aéroport et qui sera la plus concernée aussi, probablement, en phase travaux. Mais est-ce qu'on aurait pu se passer de cette maison de la piste longue? Non, je crois que l'expérience que j'ai depuis une semaine qu'elle est ouverte, il y a une bonne fréquentation, et je crois que les échanges sont très fructueux dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, pour la population. Et pas seulement les riverains de Pamandzi, naturellement, pour le moment, c'est essentiellement quand même des habitants de Pamandzi ou de Dzaoudzi qui viennent, mais pas seulement. Et je crois qu'il y a un véritable besoin d'information sur ce que l'on fait aujourd'hui. Et pour nous aussi, c'est important parce qu'on a un retour également sur des préoccupations des personnes qui sont aujourd'hui à proximité de l'aéroport, par exemple. On reviendra sur les préoccupations. Chris Korji, sur votre sentiment sur cette étape, comment c'est présenté? Merci madame. Je crois que j'ai déjà eu à l'exprimer. J'ai dit que l'ouverture de la maison, effectivement, c'était une bonne chose, mais c'est une étape de la procédure, effectivement, qui prévoit une concertation de l'information du public. Et ma foi, s'il y a un lieu dédié,
c'est une bonne chose. Mais j'ai aussi eu l'occasion de dire qu'il ne faudrait pas que cette maison soit le seul point et une finalité en soi. À la limite, ce qui intéresse les usagers, le public, c'est aussi de partager aussi la donnée, les connaissances accumulées, les informations pour pouvoir contribuer à poser des questions, pour pouvoir contribuer à terme à la formation de la décision finale. Donc, ce qui est dit là aujourd'hui, c'est qu'un calendrier réservé pour l'information du public, si les gens ont commencé à venir dans la maison, tant mieux. Mais vous l'avez dit à l'instant en introduction, les travaux ont commencé depuis un peu plus d'1 an et demi. Il y a beaucoup de comités qui se sont réunis, il y a beaucoup de commissions aussi qui se sont réunies. Il y a déjà quelques éléments et quelques données, notamment la semaine dernière où il y a une dizaine de jours, on nous a annoncé qu'il y avait eu des études approfondies qui donnaient une certaine orientation. C'est tout ça que le public a envie de partager dans le détail et sur le fond, et ensuite, éventuellement, effectivement, d'aller poursuivre la discussion ou les questions dans la maison. Mais donc, la maison ne doit pas être une fin en soi, ne doit pas à elle seule incarner l'idée que la population est pour l'instant associée ou informée. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Monsieur Régis Novou, pour vous, sur cette première étape, vous êtes porteur de projet, on l'a dit, Zéna. Vous, comment vous voyez les choses? Je vois la maison comme un lieu d'échange, d'après ce que j'ai compris, entre le porteur du projet de création de construction de la piste longue et la population. Et effectivement, il faut pouvoir s'assurer, c'est peut-être un des challenges de cette mission-là concernant la maison, que l'information, effectivement, fonctionne dans les deux sens, fonctionne de manière très fluide, parce que la population sera demandeuse, pas uniquement des informations qui concerneront peut-être l'actualité du projet, mais aussi peut-être parfois des données qu'on ignore, parce que la piste longue n'impactera pas que la commune de Pamandzi, mais également... j'ai vu le Platier de Badamier, j'ai vu Fongoujou, j'ai vu plusieurs choses. Donc, c'est une information qu'il faut diffuser, qu'il faut insister pour associer la population mahoraise. Mais que la population soit associée, je pense qu'elle est demandeuse et c'est une bonne chose que ça existe. Monsieur Omar Ali. Oui, tout d'abord, moi, je tenais à souligner l'avancée de ce projet, puisque, comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser l'œuf. Et aujourd'hui, sur ce projet, on a pu casser l'œuf. Et c'est un projet porté, bien évidemment, par le département, en partenariat avec l'État. Et nous avons contribué fortement à l'ouverture de cette maison du projet de la piste longue. Donc, nous nous félicitons bien sûr de cette étape. Et comme a dit M. Masson ici, nous souhaitons que cette maison soit un lieu de concertation, un lieu d'information, un lieu que la population puisse trouver des réponses sur ces questions. À ce niveau, il y a, je pense, jusqu'à maintenant, comme a dit M. Masson, tout va bien. Donc, les informations sont disponibles. Les gens peuvent consulter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement. Donc, nous sommes ensemble pour travailler en partenariat avec l'État, avec les associations, avec la population, pour que ce projet puisse avancer. Donc, il n'y a pas de secret de polichinelle, c'est un travail de partenariat avec l'ensemble des partenaires. Alors, il y a eu le troisième comité de pilotage, on le disait tout à l'heure, de la piste longue, c'était le 30 septembre dernier, c'était jeudi, et il y a un communiqué qui a suivi par derrière. Il fait part des premiers résultats sur les travaux préparatoires et notamment des conclusions de l'étude opérationnelle. Je cite, « Premier jalon dans la détermination de la dimension de la piste. Ces travaux poussés ont pu démontrer que du fait de l'amélioration des performances des nouvelles générations d'aéronefs, la longueur nécessaire de la piste s'était réduite, permettant un moindre impact sur le lagon. » Ça, ce sont les premières conclusions. Pour vous, Monsieur Masson, pour que l'on puisse bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on va revoir la dimension voulue ou on va rester sur la dimension actuelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Signifie que pour le moment, en toute transparence, on met à disposition les résultats de l'étude opérationnelle qu'on a menée. Une étude opérationnelle, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à savoir quelle est la réponse d'un point de vue technique qu'il faut apporter aux besoins. Les besoins, on a été questionner les compagnies aériennes qui envisagent de desservir Mayotte, celles qui existent ou d'autres. Et on a interrogé donc les compagnies aériennes pour savoir quels étaient les types d'avions qui étaient envisagés pour assurer la desserte de Mayotte à l'avenir.
Il y a une certaine convergence des compagnies aériennes, et ce n'est pas surprenant, puisque de toute manière, ça dépend du trafic qui est envisagé. À partir de ces avions, ils ont une certaine performance. On a défini un objectif de qualité de service. L'objectif de qualité de service, il consiste à dire, sur une année, nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait au maximum 4 vols perturbés par an. C'est-à-dire, en gros, un vol sur les 4 mois de pluie. Ça veut dire que c'est des vols qui ne seraient pas annulés, mais des vols qui seraient retardés en attendant que les conditions, notamment sur l'humidité de la piste, soient meilleures et que l'avion puisse décoller. Donc ça, c'est un objectif ambitieux parce que des conditions équivalentes aujourd'hui, on les rencontre que la moitié de l'année. On ne pourrait pas décoller l'autre moitié de l'année avec ces mêmes conditions. L'autre objectif qu'on s'est fixé, bien entendu, c'est des liaisons directes. Forcément déjà vers la métropole, mais ça permet d'autres liaisons directes vers d'autres destinations, avec le plein de passagers, 100% de passagers, ce qui est extrêmement rare. En général, on n'est pas complètement à 100%. Naturellement, le plein de carburant, tout ce qu'il faut pour faire le vol direct, et avec la possibilité aussi de développer du fret. Et à partir de là, en fonction des performances, en fonction de l'orientation de la piste aussi, parce que ça c'est déterminant notamment par rapport aux obstacles qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est ce qui est extrêmement contraignant sur la piste actuelle, c'est les obstacles que l'on a en face sur la colline de l'abattoir et le four à chaud. Sur la piste convergente, il n'y a plus ces obstacles. Alors, il y en a un seul, mais qui n'est pas vraiment gênant, c'est l'îlot Funguju. Donc à partir de tous ces éléments, on a pu déterminer, donc, et surtout à base des performances des avions, qui sont données notamment par Airbus. On a eu des contacts aussi avec Airbus, on a eu des contacts avec Météo France pour déterminer les conditions météorologiques. On a pu déterminer la longueur minimale, finalement, de piste qu'il faut pour répondre à ces besoins. Ça ne veut pas dire que le choix, il est fait encore aujourd'hui sur la longueur, mais on dit d'un point de vue opérationnel, voilà, aujourd'hui, avec la piste telle qu'elle est, la piste convergente telle qu'elle est envisagée dans les deux scénarios, il faut au minimum 2510 mètres. Ça, c'est un élément de l'étude. Il y en aura d'autres derrière. Les autres éléments d'étude, c'est les sujets environnementaux, c'est les sujets des risques naturels, c'est les sujets de matériaux, ainsi de suite, qui viendront alimenter encore les études. Et c'est en fonction de tout cet ensemble-là qu'on fera un choix. Donc on fera un choix sur la longueur de piste. Mais aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, voilà, ce qui est dit, c'est que 2510 mètres, ça suffit. C'est ce qui est d'un point de vue opérationnel, uniquement. Chris Corgi, vous n'avez pas l'air très... Non, je suis contente d'entendre reprendre ces explications que rapporte votre site. Et aussi, je crois que ça s'appelle la lettre d'information numéro 2. C'est ça. Alors, vous nous expliquez effectivement, comme vous reprenez ce que nous annonce le communiqué, soit on attend de discuter dans la maison, auquel cas vous nous amènerez toutes ces explications, on les reprend, soit effectivement on aurait gagné à être associé plus tôt parce que sur votre site, la lettre présente le projet piste longue et d'emblée, je crois que le seul paragraphe qui est décrit présente l'aéroport de Mayotte avec ses contraintes que nous connaissons tous. Et dit les nouvelles générations d'aéronefs ne répondront pas aux besoins ou pour changer la situation, quelque chose comme ça. Seule la piste longue est une réponse pérenne pour la situation de l'aéroport de Mayotte compte tenu de ces contraintes. Ça, c'est votre lettre, votre site, il est actuel. Et dans le même temps, le communiqué et votre exposé nous prépare finalement à l'idée que la future génération d'aéronefs justifie que la piste soit moins longue. Alors, on ne parlera plus, on va peut-être débaptiser, on va parler de, je ne sais pas, moins courte ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu contradictoire et c'est précisément la raison pour laquelle je plaide et je milite pour que les informations soient en temps... En temps réel, alors, quand vous avez des informations comme ça, et si vous décidez effectivement d'en partager une partie, pourquoi ne pas d'emblée les partager avec l'ensemble du public? Là, il y a quelque chose effectivement de troublant, d'autant plus que ça donne l'impression d'une contradiction d'une part, d'autre part, ça donne le sentiment qu'on renvoie finalement le projet à une part d'hypothèse, parce que la future génération d'aéronefs, ce que veulent les compagnies aériennes, etc. J'entends bien qu'il faut faire des hypothèses sur un modèle quelconque, mais pour moi, ça veut dire qu'on conditionne les dimensions de la piste
longue, entre guillemets, à cette future génération d'aéronefs qu'on n'a pas encore. Mais pourtant, ces mêmes dimensions ont été validées. Ce scénario, il a été en tout cas retenu pendant le débat public de 2011. Donc, il y a quelque chose de tout à fait troublant. Et c'est ça, encore une fois, qui inquiète dans le fait qu'on a finalement très peu prise sur ce qui est en train de se dessiner, peut-être sous nos yeux, et en tout cas sans les usagers. Oui, allez-y. Juste pour répondre, nous, on donne les informations quand on les a. Alors, il y a un petit décalage par rapport parce qu'il nous faut aussi faire des documents qui soient compréhensibles pour tout le monde. Si je vous donne une étude opérationnelle, personne ne va rien y comprendre dedans. Par contre, nous, on souhaite vulgariser effectivement les choses pour que les choses soient compréhensibles. Et vous avez tout le détail ici dans ce document qui est disponible sur Internet, qu'on a sorti dès la fin du mois dernier, ou les premiers jours d'octobre, qui explique comment on réalise une étude opérationnelle, qu'est-ce qu'il y a dedans, les types d'avions qui sont retenus. Ce pas des avions nouveaux, il y en a déjà qui existent. Ils sont la plupart, c'est pas la plupart, ils ont tous leur certification. Et on sait qu'ils vont évoluer dans le temps. C'est pas des nouveaux avions hypothétiques. Voilà, tout est expliqué dedans. On délivre les informations effectivement quand on les a nous. Voilà. Et donc on délivre au fur et à mesure. Et nous, ce qu'on attend, c'est effectivement par rapport à ces documents-là, qu'il y ait des réactions. Parce que ça va rentrer aussi en ligne de compte dans les choix finaux qui seront faits. Je le disais tout à l'heure, il y a d'autres études qui vont entrer en ligne de compte pour faire les choix finaux, le choix final du scénario, entre scénario 1 et scénario 2, le choix final sur la longueur de la piste. Nous, on délivre les informations que l'on a aujourd'hui pour ce qui concerne l'étude opérationnelle. Et on attend les réactions et on répondra. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas autant d'incompréhension si les usagers étaient inclus dans le comité de pilotage. Alors, je pense que c'est un autre sujet. Il y a un dispositif global qui est mis en place sur la piste longue. Le comité de pilotage, il est là, pour nous, pour moi, DGAC, c'est de rendre compte. De rendre compte à qui ? De rendre compte déjà aux cofinanceurs qui financent les travaux préparatoires aujourd'hui. Et de rendre compte aussi devant les parlementaires qui sont invités, les parlementaires de Mayotte. Voilà, ils doivent s'assurer qu'effectivement, nous, on mène le projet comme ce qui a été décidé et qu'on avance effectivement comme ce qui a été décidé et que le rythme que l'on suit est bien celui qui est prévu. Voilà, donc c'est un dispositif. À côté, il y a tout un ensemble de dispositifs qui s'adressent à chacun et chacun doit trouver sa place. Effectivement, pour pouvoir se prononcer sur le sujet. Alors, j'entends que du côté des usagers des transports aériens, il y a un certain mécontentement sur le sujet. Moi, je suis prêt, si vous voulez, à faire une séance spéciale en Assemblée Générale avec votre association pour expliquer le projet. Et ce qui serait même encore mieux, ce serait de le faire à la maison du projet. Donc, moi, je suis totalement ouvert pour qu'effectivement, il y ait des échanges également avec les usagers aériens. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Allez-y. Il faut qu'on se reprenne bien. Merci beaucoup de votre offre, c'est gentil, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Moi, je ne demande pas un traitement de faveur et ce n'est pas une question personnelle. Très sincèrement, non, mais c'est intéressant, on peut en discuter. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que, d'abord, ce n'était pas un coup de gueule parce que c'est moi. Et vous remarquerez, tout le monde sait que ces comités, ils ont commencé depuis au lendemain pratiquement de l'annonce du président de la République. Donc, ça fait 1 an et demi. On a déjà vu passer un préfet, puis le deuxième. Personne ne m'a jamais entendu brancher. Effectivement, l'association des usagers était absente, mais je n'ai jamais revendiqué. Donc, je n'en fais pas une obsession. Mais là, en l'occurrence, je réagis parce que c'est tout de même la garante de la concertation, celle qui est nommée, comme vous le savez, par la Commission nationale du débat public, qui m'appelle et me dit j'ai demandé au préfet de t'inviter au prochain comité. C'est pour ça que je m'en saisis. Mais c'est quand même pas n'importe qui, cette dame-là, Madame René Aupetit en l'occurrence, puisque c'est elle-même qui est la patronne du processus et du dispositif de concertation. Qui d'autre est mieux placé pour pouvoir pressentir ou à la limite éventuellement rappeler s'il y a un oubli, puisque finalement ses premiers interlocuteurs à elle, c'est aussi les usagers et l'association des usagers. Donc là, il ne s'agit pas d'une anecdote, il s'agit d'une question de principe parce que c'est un droit, le droit à l'information des usagers. Et là, on est très très mal barré parce qu'on a commencé très très mal
peut-être que j'ai eu tort de ne pas réagir il y a 1 an et demi, mais effectivement, je me suis dit, après tout, les élus, tout le monde est représenté, on va s'arranger, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Et Madame Aupetit nous donne effectivement l'occasion de soulever qu'il ne faut pas que ça continue, puisque j'ai compris qu'on en a encore pour quelques mois, quelques années peut-être, à échanger jusqu'à trouver la solution finale. Donc, je rappelle encore une fois, c'est un droit. Et ce qui est dommage, je le souligne et je le redis encore ici, ce sont des pratiques, je ne sais pas si vous connaissez Mayotte ou si vous arrivez depuis peu seulement, mais c'est une pratique courante à Mayotte. On ne consulte pas, on ne concerte pas, on n'informe pas, c'est opaque, c'est secret, c'est confidentiel. Pendant ce temps, on décide par-dessus la tête des usagers de la population de Mayotte. Et ça, c'est proprement scandaleux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on se complaît à colporter et entretenir l'idée que, les Mahorais, ils ne s'intéressent à rien, ils ne réagissent pas, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas d'idées, ainsi de suite. Et alors même que quand ils sont demandeurs et quand les projets, effectivement, le justifient de par les enjeux qu'ils portent, quand ils sont demandeurs, on les ignore. Donc, encore une fois, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est la loi, c'est le droit. Et plus sur ce projet-là, peut-être, et d'autres qu'ailleurs, parce que si vous m'en donnez l'occasion tout à l'heure, j'aimerais quand même rappeler d'où on vient, et on vient d'extrêmement loin. On vient de 2050 avec les mêmes acteurs, peut-être vos collègues ou vos collaborateurs qui sont au courant de ce dossier, qui ont travaillé pour qu'il soit relégué à 2050. Et aujourd'hui, pardon de le dire, la parole du président, c'est notre seul salut, comme j'aime à le dire, mais on est loin d'être sorti de l'auberge parce qu'effectivement, les études, il faudra les faire, les autorisations, il faudra les avoir, les autorisations administratives, les études d'impact, ainsi de suite. On en reviendra peut-être sur quelques-uns de ces points, mais je voudrais insister pour vous dire que là, on arrête de jouer. Je crois que les Mahorais sont fatigués et moi aussi, je suis fatiguée et il faut que ça s'arrête. Mais on a des élus qui sont au sein de ces comités de pilotage. Le conseil départemental y siège, notamment. Oui, tout à fait. Il n'a pas été dévoilé, en tout cas, la distance n'a pas, à mon sens, été validée comme on se plaît, enfin, comme je l'entends. On a retenu le principe de la piste longue. Pour nous, ce qui compte, c'est que la piste longue, jusqu'à maintenant, on a entendu entre 2800 et 3200 mètres de piste longue. Donc aujourd'hui, si le projet est arrêté, il va falloir bien sûr qu'on se mette tous d'accord sur la table. Donc jusqu'à maintenant, encore, jusqu'à aujourd'hui, la distance n'a pas été arrêtée. Le projet final n'a pas été arrêté. Donc je pense qu'on va se poser tranquillement lorsque les décisions définitives vont être prises. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous allons prendre la décision. Mais en ce qui nous concerne, nous voulons une piste longue. C'est le mot d'ordre, c'est l'engagement du président et de l'État. Nous ne pouvons pas trahir la parole du président et la parole et les attentes de Mahorais. Mais une piste longue de combien de mètres du coup ? Je vous ai dit entre les attentes, en tout cas, quand on dit piste longue, dans le jargon officiel, c'est entre 2800 et 3200 mètres. Donc, si maintenant cette piste longue n'est pas piste longue, il va falloir que, s'il y a des changements, qu'on nous l'explique clairement. Mais à mon sens, on n'est pas parti pour une piste de 2500. C'était entre 2800 et 3200 mètres. Monsieur Régis Novou, tout à l'heure, Monsieur Masson a dit que les compagnies ou les sociétés qui veulent venir desservir Mayotte ont été interrogées justement pour tout ce qui est de ces avant-travaux. Vous l'avez été, vous ? Oui, nous avons été interrogés par le CETEC, je crois que c'est CETEC, à ce sujet-là, qui nous ont posé des questions sur nos projections de trafic et nos projections d'opérations sur Mayotte. Et effectivement, certains types d'avions qui sont existants aujourd'hui ont été retenus, non pas que par nous. Les autres opérateurs ont aussi été consultés à ce sujet. Et les types d'appareils qui ressortent de cette concertation, ils sont sur le document, sur la lettre d'information, correspondent effectivement à une distance opérationnelle de piste, une longueur opérationnelle de piste qui correspond à 2510 mètres. Ceci, c'est bien. Après, parce qu'il faut se poser la question aussi concernant le marché de Mayotte. Est-ce que dans 10 ans, Mayotte aura besoin d'avions qui opèrent avec 600 passagers ou est-ce que des avions qui ont 400 passagers de capacité mais avec beaucoup de fréquences
serait plus pertinent ou pas, ça c'est le marché qui le décide et les compagnies s'adaptent à ces conditions-là. Moi je voudrais juste dire que ce qui est important dans le projet de piste longue également, au-delà de pouvoir aller en métropole, vol direct, etc., c'est qu'on va noter une amélioration de la sécurité des vols. On voit d'ailleurs dans la lettre d'information qu'une distance, que la vitesse de décision, par exemple, quand on décolle, à Mayotte aujourd'hui, avec la distance actuelle, avec la longueur actuelle de piste, quand on arrive à la V1, donc la vitesse de décision, c'est la vitesse à laquelle le pilote aux commandes décide s'il décolle ou s'il ne décolle pas avec un problème technique. À Mayotte, étant donné la distance actuelle, aujourd'hui, c'est je décolle ou je décolle. Donc avec une telle distance, on pourra avoir la distance pour freiner, ou soit pouvoir décoller, mais avec des performances perturbées. Et ça permettra, donc ça rendra les opérations plus sécuritaires. Et deuxième volet, ça rendra les opérations plus fiables. Comme disait M. Masson, cette distance correspondra à pouvoir opérer de manière sereine toute l'année, sauf peut-être 4 vols en saison des pluies. Donc ça rendra les opérations plus fiables. Qui rendent les opérations plus fiables, rendra les opérations plus intéressantes sur Mayotte. Donc on intéressera plus de monde, il y aura moins de barrières à opérer sur Mayotte. Et ensuite, troisième point, la formation actuellement, pour pouvoir desservir Mayotte, les compagnies aériennes doivent faire une formation spécifique aux pilotes pour faire atterrir les avions sur Mayotte. Enfin, quand vous parlez à une compagnie normale, ils vont vous faire les gros yeux en disant « mais pourquoi ?» Enfin non. Donc là, ça fait peur tout de suite aux opérateurs. C'est un frein à faire venir d'autres compagnies. Ça fait peur aux opérateurs. Donc là, il n'y aurait plus cette formation et ça rendrait les choses beaucoup plus facile et rendrait donc Mayotte plus attractif. Je reste avec vous. Est-ce que vous avez pris en compte quelle longueur de piste vous avez pris en compte dans le cadre de votre projet Dans le cadre de notre projet, on a retenu trois types d'appareils dans les projections à 10 ans. Et cette longueur de piste correspond en tout cas à ce qui est opérationnel concernant la flotte avion qu'on a choisie. Donc jusqu'ici, nous, ça nous convient. Après, comme disait M. Masson, les conditions maximales de décollage, un poids maximum structurel au décollage, dans les opérations normales, ça n'existe quasiment pas. Donc, on verra avec la longueur qui a été choisie, est-ce que cette longueur correspondra à effectivement une masse maximale opérationnelle de décollage qui correspond à ce qu'on veut faire avec le marché de Mayotte. Si ça ne correspond pas, à ce moment-là, on reviendra évidemment vers l'autorité pour dire non, ça ne suffira pas. Parce que le but est de pouvoir non seulement d'avoir une piste longue, mais pouvoir se projeter sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Pas juste faire une piste et que voilà, dans 15 ans, on ait envie de changer de piste parce qu'elle n'est pas suffisante. Je vous propose de réécouter, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, les annonces du président de la République lors de sa venue à Mayotte, justement après qu'il ait fait l'expérience de notre piste actuelle. Débattu depuis les années 80, le dossier de la piste longue ne pouvait être évité par le président. Nous allons le faire, a-t-il promis. Il y a plusieurs scénarios, l'allongement de la piste vers l'ouest dans les terres, l'allongement vers l'est dans la mer sur le plateau corallien et la piste convergente. Ces différentes hypothèses ont déjà fait l'objet de préétudes. Nous allons maintenant lancer les études de faisabilité qui précéderont la mise en œuvre et le début du chantier. Et donc ce ne sont plus des études d'opportunité. Plus d'1,5 million d'euros sont alloués à cette reprise d'études. Emmanuel Macron a précisé qu'elle n'excédera pas plus de 18 mois. Le chef de l'État a également évoqué les signes de séisme et la découverte d'un volcan sous-marin. Les communes verront leur plan Orsec renforcé et une vingtaine de sirènes d'alerte sera déployée. Et voilà pour ce reportage d'Anastasia Laguera. Monsieur Masson, pas plus de 18 mois, on est déjà à 2 ans. Qu'est-ce qui a retardé, qu'est-ce qui retarde ces opérations ou ces avant-travaux? Je ne suis pas sûr que ce soit retardé. On est dans la phase opérationnelle déjà depuis un certain temps. Et là, on arrive, peut-être pas 18 mois, mais quelques mois de plus. Je dirais que ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, il est effectivement de traiter les sujets qui doivent être traités pour réaliser la piste. Le président l'a dit, on n'est plus dans des questions d'opportunité, de savoir si on réalise la piste ou pas. La décision est prise.
Mais justement, il avait dit aussi que les premiers coups de pelle commenceraient avant la fin de son quinquennat. Là, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu dire qu'il définirait la façon dont on va la réaliser et qu'on traite effectivement tous les sujets en amont sur des sujets véritablement de réalisation. Et il y en a qui sont pointus. Le reportage rappelait notamment le sujet du volcan. Le sujet du volcan, c'est quelque chose qui est très récent, ce sujet-là, mais néanmoins, on doit le regarder de près, ce sujet-là. Je vais expliquer un peu les conséquences qu'il y a et ce que l'on doit regarder à travers ce sujet du volcan. Il y a deux autres enjeux majeurs sur le projet, mis à part les risques naturels de volcan, c'est le sujet des matériaux et c'est le sujet environnemental. Mais déjà, sur le sujet du volcan, la première chose qu'on doit regarder, c'est, vous savez, la piste convergente, elle va reposer sur ce qu'on appelle le platier, c'est des matériaux. Il faut qu'on s'assure que ces matériaux soient suffisamment stables dans le temps parce qu'ils sont soumis aujourd'hui quasiment en permanence à des micro-séismes. Il y a des séismes qu'on ressent, nous, de temps en temps, qui sont de grande magnitude, mais par contre, il y en a quasiment en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui tremblent en permanence. Donc il faut qu'on s'assure que ces matériaux-là résistent et peuvent soutenir la piste. Ça, c'est le premier point. Donc on a fait des sondages avec des plongeurs, ainsi de suite, et on est en train d'analyser finement ces matériaux. Les deux autres points qu'on a à regarder par rapport au volcan, c'est l'île s'est enfoncée. Côté de l'aéroport, c'est 19 cm. C'est pas neutre, 19 cm. La conséquence que l'on a immédiate des 19 cm, c'est que quand on a des gros coefficients de marée aujourd'hui, à pleine mer, on a une partie de la piste sur la partie nord qui est dans l'eau. Bon. Et ça, c'est lié aussi donc à la subsidence de l'île. Et la subsidence de l'île, elle peut encore évoluer dans le temps. Donc ça veut dire qu'on prend des hypothèses sur lesquelles l'île va encore s'enfoncer, notamment du côté de l'aéroport. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on en tienne compte aussi. C'est qu'avec le changement climatique, on a l'eau qui monte. Et un ouvrage, ça se dimensionne sur 100 ans, à peu près. Et à l'horizon de 100 ans, il faut bien voir que ce phénomène, c'est un écart de plus de 2 mètres par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc ça, il faut qu'on le prenne en compte aussi dans nos études. Et le dernier point par rapport au volcan, c'est les risques d'effondrement en fait, sous l'eau, des flancs en fait, de Mayotte. Donc des gros volumes de matériaux qui s'effondrent, c'est des chambres magmatiques en fait, qui s'effondrent et qui ont pour conséquence des risques de tsunami. Les risques de tsunami, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on en prenne compte pour définir l'altimétrie de la piste, pour se protéger par rapport à ces risques. Mais aussi, il faut qu'on ait une piste qui ait une carapace autour suffisamment forte pour résister à ces tsunamis. Voilà, c'est des choses comme ça que l'on regarde aujourd'hui et on est vraiment dans de l'opérationnel. On est en train de définir précisément ce qu'il faut mettre pour qu'on ait une piste qui tienne dans le temps. Voilà. C'est un élément, par exemple, sur le volcan, mais je pourrais développer aussi sur les deux autres sujets si vous le souhaitez. Chris Corgi, qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que qu'on fait un pas en avant, 2 en arrière ? Qu'est-ce que vous craignez finalement aujourd'hui ? Dans un monde idéal, les usagers auraient pu interroger sur beaucoup de points. Par exemple, on a bien vu dans les informations déposées sur votre site et dans votre discours, on entend que il y a beaucoup de travaux préparatoires, mis à part la première étude qui annonce que la piste longue sera courte désormais. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment se fait-il que c'est la seule information que vous décidez de publier en faisant un communiqué principal. Je crois que c'est une préparation psychologique du public parce que l'essentiel des études sont en cours. C'est ce que vous dites sur votre site, donc les études environnementales, les risques, les matériaux, les études l'évaluation socio-économique dont on aimerait bien dans le détail savoir ce que disent ceux que vous avez approcher les opérateurs, les compagnies aériennes, par exemple les deux nôtres, l'unique, la grande, la seule, etc. Toutes ces études sont en cours. Et pourtant, il y a déjà quelques pistes qui sont lancées. Ensuite, ce qui me laisse dubitative, mais je crois que ce qui inquiète aussi, je l'ai déjà dit, pas d'information, inquiétude, parce que le passé nous apprend quelque chose. Et je pense que là, c'est vraiment utile de rappeler d'où nous venons. C'est-à-dire que quand le débat public a lieu à Mayotte en 2012, conduit sous le patronage de Mme Anziza Moustapha. Une fois que son rapport est rendu, une fois que les conclusions sont présentées, la commission Mobilité 21
dit c'est un projet qui n'a pas démontré sa pertinence. Les éléments en notre possession ne montrent pas en quoi est-ce que c'est un enjeu important pour le développement ou l'amélioration du transport à Mayotte. Et il renvoie du coup à l'idée qu'il faut suspendre, mettre fin à toutes les études qui auraient éventuellement été commencées jusqu'à nouvel ordre. Donc, avec tout ça, on les renvoie à 2050. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà le point de départ. Non seulement on va nulle part, on est renvoyé à 2050, mais il est prescrit aussi de suspendre, de réaliser des études. Donc, quand on en vient aujourd'hui, grâce à la parole présidentielle, à relancer les études, il y a quand même dans le calendrier que nous ne connaissons pas, du reste, dans le déroulé, effectivement, il avait dit quelque chose en disant que avant la fin de son mandat, il viendrait rendre compte au moins de points d'avancée, puisqu'on n'en est pas aux travaux, quoique j'avais aussi compris qu'il était question de travaux. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'il disait, quand je venais à Paris, on m'a dit il ne faut pas de piste longue. Quand je viens à Mayotte, je me rends compte qu'il faut une piste longue. Donc ce sont des petits éléments comme ça qui nous inquiètent sérieusement, parce que par ailleurs, les travaux et les conclusions de la commission Mobilité 21, qui sont reprises par le COI, la commission, je ne sais plus, savante là, qui est installée au mois de mars 2021 et qui reprend les travaux de la commission Mobilité 21, dont le classement de Mayotte donc à 2050, réitère un certain nombre de projets qui avaient été inscrits. Et donc, on se dit, mais est-ce que Mayotte est à l'ordre du jour par rapport à ces instances? Est-ce que le calendrier, on va y arriver? Pourquoi est-ce que toutes les études, alors qu'elles sont en cours, alors que nous, on est complètement exclus de ces discussions, il y a quand même déjà une petite annonce, une piste. Enfin, c'est tout ce flou qui fait qu'on est extrêmement inquiet, malgré les assurances que vous pouvez nous présenter aujourd'hui. Vous êtes inquiète même lorsque le directeur national de la DGAC dit c'est actuellement le plus grand projet d'aéroport porté par la France et l'Europe. Et pour la DGAC, ça reste un projet majeur, sans équivalent. Vous êtes quand même inquiet? Écoutez, de la liste que nous avons vue, des projets qui ont été classés par la Commission Mobilité 21, je le répète, et qui sont valables, liste numéro 1, liste numéro 2, Mayotte est dernier, liste numéro 3, 2050, autant que je sache, s'ils parlent de grands projets en cours aujourd'hui, ce sont la liste numéro 1 ou 2 à la limite, mais certainement pas la liste Mayotte à 2050. Certes, il y a une reprise et on est content et c'est grâce au président, mais c'est grâce aussi, j'aimerais le dire aussi, c'est grâce aussi à la mobilisation de la population de Mayotte et de ses élus. Et quand le président est venu, il est venu parce qu'il a eu un certain nombre d'éléments et un certain nombre d'alertes et il venait en connaissance de cause. Il l'a dit lui-même. Il a dit quand je quittais Paris, on m'a dit il ne faut pas la faire, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans que nous faisons des études et puis on fait rien. Comme ça, il n'a pas fini, mais c'est comme ça, on trompe notre petit monde et ça passe. Mais les faits sont là. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, pour nous, c'est aussi inquiétant parce qu'on n'a pas de visibilité non plus sur le cours des choses, sur le calendrier, ainsi de suite. Toutes les études sont en cours. Donc, voilà, il y a une part d'inconnu, de mystère, et il y a une part, et la DGAC dit que le projet de Mayotte, c'est le plus gros, le plus ambitieux. En cours, il y en a d'autres, en réalité. Je donnerai la parole à M. Masson dans quelques minutes, mais M. Omar Ali, vous n'avez pas peur qu'avec tout ce que l'on entend, que finalement que le projet tombe à l'eau? Non, je n'ai pas peur puisque il y a un engagement présidentiel, un engagement financier, une enveloppe financière qui a été déjà décidée et dédiée à ce projet. Je pense que effectivement, la difficulté qu'il y a, c'est de rendre, réalisables les études techniques et la faisabilité du projet. Le problème, c'est que effectivement, au niveau de hauts techniciens de l'État, il y a je dirais pas une opacité, mais il y a un problème de communication concrètement pour que nous, les élus locaux, puissent vraiment, s'approprier des décisions, des décisions finales. Le problème, c'est que ces décisions, on a l'impression qu'on ne nous associe pas directement. Il y a une information, quand on consulte effectivement des compagnies aériennes, je n'en disconviens pas, mais ce ne sont pas les compagnies aériennes qui décident de la piste longue, ce sont les élus, les décisions des élus qui doivent être portées. Donc nous, élus, on décide de débloquer une enveloppe financière de 80 millions pour la réalisation de cette piste longue. Et si on me dit qu'on ne va pas réaliser une piste longue, mais on va réaliser une piste moyenne,
je veux dire, l'argent qu'on a mis, c'est pour réaliser une piste mer. Peut-être on n'aurait pas donné 80 millions, on aurait donné 50. Vous comprenez? Donc, où va notre argent lorsqu'on décide de donner 80 millions? Et aujourd'hui, on vient de nous dire que, ah non, finalement, on fera que une piste moyenne. Peut-être, oui, une piste moyenne. Mais on a mis l'argent, 80 millions. L'État met 120 millions. L'Europe met 50 millions pour une enveloppe totale de 250 millions. Donc, si on met 250 millions pour une piste longue, on ne vient pas me dire qu'on va... Non, finalement, le projet retenu, c'est de 2510 mètres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Il faut voir la cohérence entre l'enveloppe qu'on nous demande et puis la réalisation du projet. Et ça veut dire qu'il faudrait qu'on diminue, nous, et l'Europe aussi, on diminue l'enveloppe financière. Donc moi, je me base sur les décisions pour qu'on puisse calculer les équivalences en termes de financement. Voilà, c'est le problème en fait qu'il y a dans ce projet et que je ne comprends pas. Donc j'aurais aimé, bien sûr, ce n'est pas là le débat, les décisions ne se prennent pas sur le plateau, mais il va falloir effectivement, quand il y a décision à prendre, que nous soyez associés entièrement. Est-ce que s'il y a de l'argent, si on ne peut pas mettre l'argent parce que l'État est défaillant, il faudrait nous dire, peut-être nous on trouvera une solution, peut-être on augmentera notre part pour que cette piste longue se fasse concrètement. On est prêts, nous ce qu'on veut, c'est que cette piste longue se fasse de manière à ce que l'ensemble des avions puissent se poser à Mayotte et qu'on ne vienne pas nous dire « Ah, tel avion ne peut pas venir parce qu'il y a telle chose ou il y a des aléas climatiques ». Nous, on veut que cette piste se fasse. Voilà notre décision, voilà ma réflexion. Qu'est-ce que la DGAC peut faire aujourd'hui pour plus de transparence, peut-être? Plus d'implication des élus et des usagers? Alors, je dirais la première chose, il faut être dans ce qui se passe aujourd'hui. Le président l'a dit, on n'est plus en train de se poser des questions sur l'opportunité. Donc, tout ce qui est commission mobilité 21, c'est 2013, tout ça. Donc, il faut se placer aujourd'hui où on est dans la réalisation, définition des conditions de réalisation. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mettre à disposition les informations au fur et à mesure qu'on les a, effectivement. Je vous ai indiqué tout à l'heure ce qu'on regardait par rapport au volcan. Je ne peux pas vous donner les résultats aujourd'hui. Simplement, je vous dis, voilà ce qu'on est en train de regarder parce que c'est un sujet important par rapport à la piste longue pour s'assurer de la sécurité technique en fait, de réalisation de la piste. Les décisions, elles ne sont pas prises. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la longueur. Je l'ai dit aussi par rapport au type de scénario. Scénario 1, scénario 2 qui sont issus du débat public. Ce sera un des deux. Le choix n'est pas fait. Ce que l'on dit, par contre, aujourd'hui, que notre première appréciation, par exemple, sur les deux scénarios, c'est que le prolongement de 400 mètres qui était prévu dans le premier scénario, je ne sais pas si vous vous souvenez, premier scénario, c'était première phase, on allonge de 400 mètres vers le sud, puis on réalise la piste convergente. Les 400 mètres, ils avaient été dimensionnés à l'époque pour faire venir certains types d'avions qui étaient les Boeing 777-200 LR. Bon. Les compagnies nous disent aujourd'hui, ces avions-là, ils ne sont plus sur Mayotte et ils ne viendront plus sur Mayotte. Il n'y a pas d'autres avions qui seraient intéressants de mettre sur cet allongement de 400 mètres. Donc ce que l'on dit ouvertement dans nos documents, c'est que ça ne sert à rien aujourd'hui, dans un scénario 1, de prévoir deux phases. Donc, c'est-à-dire, s'il faut le réaliser d'emblée complètement. C'est-à-dire la piste convergente tout de suite. Le scénario 2. Ou scénario 1, ou scénario 1, mais tout de suite avec la piste convergente. On peut imaginer qu'on va un peu vers le sud et qu'on fait la piste convergente. Voilà, c'est ce que l'on dit aujourd'hui. Et ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a une première appréciation de comparaison entre les deux scénarios, mais que le choix n'est pas encore fait. Et je partage tout à fait votre point de vue, c'est que le choix, il sera fait plus tard, quand on aura eu le retour de tout le monde, parce qu'on met à disposition les études et qu'on va avoir des remarques, des questions, qu'on aura aussi des compléments sur les autres études, qu'on aura une vision globale. À la fois, là, on a un objectif de desserte, mais aussi on a des enjeux sur ce projet. On a les enjeux environnementaux, les enjeux de matériaux, les enjeux de risques naturels. Il faut prendre en compte tout cet ensemble pour prendre des décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les décisions ne sont pas prises, parce qu'on veut regarder les choses globalement. Et bien entendu, les cofinanceurs sont aussi associés à ces décisions. Pour nous, c'est évident. C'est évident.
Et on va venir sur les études environnementales. Vous vous rappelez de ce rapport de l'autorité environnementale en décembre l'année dernière. Quand le rapport a été publié, ça a fait l'effet d'une douche froide, puisque le rapport pointait notamment la légèreté avec laquelle le dossier aurait été remis, ou encore il n'y avait pas forcément de l'impact sur l'environnement, n'avait pas été étudié en fond. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le dossier bien ficelé n'a pas été envoyé comme il faut? Je crois qu'il y a eu une très grosse incompréhension sur l'avis de l'autorité environnementale qui a été donné. L'autorité environnementale n'a pas donné un avis sur le projet. Mais il a quand même émis de sérieuses réserves. Non, elle n'a pas donné un avis sur le projet. Nous avons sollicité, l'autorité environnementale, au mois de décembre, pour demander à l'autorité environnementale, pour lui dire qu'est-ce que vous voulez voir dans l'étude d'impact sur laquelle vous aurez un avis à donner mi-2022. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver mi-2022 avec l'autorité environnementale qui nous dit « Attendez, désolé, votre étude elle est incomplète, vous auriez dû élargir le périmètre, par exemple, pour traiter le sujet des tortues, pour traiter le sujet des chauves-souris, des choses comme ça, ou des dugongs ». La question, nous, on la pose en amont. Et on le fait avec tous ceux qui auront, je dirais, un avis à donner ou qui auront à participer finalement à ce projet. On les prend, je dirais, on essaye de les associer dès le départ. Et c'est ce qu'on a fait avec l'autorité environnementale. Et l'autorité environnementale, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben oui, elle a dit, je veux voir dans les études, je veux voir telle chose, telle chose, telle chose. Alors quand on le lit comme ça et qu'on se dit, c'était un avis sur un projet, oui, vous allez comprendre que tout ça était insuffisant. Sauf que la question, c'était pas sur le contenu, sur le fond, c'était sur la forme. C'est qu'est-ce que l'autorité environnementale voulait voir dans notre projet qu'on va lui présenter mi-2022. Donc, elle a émis des demandes en fait sur le contenu et on en tient compte de tout ça. Et tout ça est vu dans les études au fur et à mesure. On a évoqué ça d'ailleurs dans le comité de suivi des études écologiques avec les associations de protection de l'environnement qui sont sur Mayotte, qui suivent le projet avec nous, qui nous donnent des informations sur les sujets environnementaux. Et ça a été partagé, cet avis de l'autorité environnementale. Donc bien entendu, on en tient compte de l'avis de l'autorité environnementale, mais aussi de l'ARS qui a aussi émis un avis. Mais je pourrais citer aussi le Comité national de protection de la nature, qu'on a aussi associé pour savoir ce qu'ils souhaitaient voir, parce qu'on va toucher des espèces protégées, donc ils auront aussi un avis à formuler. Donc on a posé la question de savoir ce qu'ils voulaient dans nos études, pour que tout ça soit pris en amont, pour éviter de perdre du temps plus tard. Mais justement, il y a le comité de suivi des études écologiques qui va se réunir la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ce comité va nous dire ? Alors, on va présenter à ce comité les résultats des inventaires des espèces. Il y a environ 1200 espèces qui ont été recensées. Donc, on va présenter les résultats de ces inventaires. On avait déjà discuté avec les associations sur les protocoles, en fait, pour recenser un peu toutes ces espèces. Donc là, on va présenter les résultats, donc c'est les inventaires, et ensuite suivra, je dirais, la hiérarchie en fait, des enjeux qu'on peut avoir par rapport à tous ces inventaires, toutes ces espèces, donc une grande partie sont protégées, et ensuite suivra la définition des mesures d'évitement, de réduction, de compensation. L'idée étant d'associer naturellement ceux qui ont cette connaissance en fait, dans ce domaine. Madame Chris Kouardji. Je voudrais revenir en quelques secondes sur l'avis, comment on appelle ça, le cadrage, la note de cadrage, voilà, l'avis préalable, le pré-cadrage de l'autorité environnementale. On l'a dit, mais je le redis encore, effectivement, ce n'était pas une décision ou quoi que ce soit, mais les recommandations qui figurent dans cette note nous ont fait considérer que la DGAC de La Réunion avait tout simplement bâclé ce travail, parce qu'elle savait très très bien. Non, mais elle sait parfaitement, je vous le dis, ce n'est pas une mauvaise perception. Elle connaît parfaitement le contexte de ce dossier. Elle est d'autant plus au courant que parmi les motifs de rejet, je ne fais pas une fixation, mais c'est très important, de cette fameuse commission Mobilité 21, il disait non seulement l'évaluation ne fait pas ressortir que le projet constitue une priorité, mais qu'en plus, la commission pointait qu'il y avait une controverse quant à l'intérêt et les enjeux du projet. La controverse sur la piste longue, déjà à l'époque, on la connaît. C'est notamment les naturalistes de Mayotte qui écrivaient que c'était un projet de prestige.
C'est un investissement de prestige, que Mayotte n'en avait pas besoin et qu'il y avait bien mieux à faire. On pouvait rester avec nos boutres, avec nos dockers, les sacs de ciment sur le dos et puis aller à vélo peut-être à La Réunion, que sais-je. Donc elle sait ça, la DGAC, parce qu'elle était là. Vous voyez ? Donc quand elle reprend la main de façon si molle, moi, ça m'inquiète. La deuxième, non, c'est du sabotage, je l'ai dit, je le redis. La deuxième chose... Je ne peux pas entendre ça. Je respecte, vous ne pouvez pas, c'est normal, mais c'est moi qui le dis. La deuxième chose, c'est que dans le compte-rendu de la commission, du comité de suivi des études écologiques, le dernier, donc le mois d'avril, au mois d'avril dernier 2021. Une petite parenthèse, Madame Aupetit réclamait déjà qu'il serait effectivement intéressant de permettre que les usagers puissent aussi assister à ces comités. Franchement, peut-être en tout cas partager, ça n'a pas été répondu, c'est dans le compte-rendu. Qu'elle puisse, vous inquiétez pas. Le public, oui. Vous les appelez comme vous voulez, c'est des gens qui représentent un peu la société civile. Moi, je l'avais déjà demandé, vous inquiétez pas, à la première invitation de juillet 2020 ou 19, je ne sais plus, il m'avait été répondu que c'était que pour les experts, que nous, on nous inviterait plus tard. J'attends encore l'autre invitation, elle ne vient pas. Mais enfin, bon, vous l'avez eu tout à l'heure. Après que Madame Aupetit soit intervenue, mais vous le ferez avec d'autres successeurs, puisque je ne vais pas rester éternellement à la tête de OTAM, rassurez-vous. Je vais peut-être songer à passer la main maintenant. C'est une parenthèse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des éléments qui nous ont fait mal, puisque c'est les enjeux environnementaux qu'on a brandis pour dire que finalement, attention, les Mahorais ne pensent qu'à une chose, c'est saccager leur île, et ils n'ont aucune conscience. Voilà pourquoi ils veulent une piste longue. Et d'ailleurs, pourquoi faire, nom de Dieu, après tout, ils peuvent toujours continuer à rester à la maison. Et puis ceux qui ont du fric iront payer, je ne sais pas combien, pour aller soigner en France, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Piste longue, on verra demain. Et il avait même été dit, comme ce n'est pas prioritaire et qu'il y a des gens qui ne sont pas contents pour ce projet de piste longue, essayez, on vous recommande, la commission recommande d'examiner les travaux de modernisation qui pourraient être entrepris sur les axes existants pour faciliter les opérations à l'aéroport. C'est peut-être pour ça qu'on nous a offert les lits d'arrêt. Point final. C'est la raison pour laquelle nous militons et nous essayons véritablement de batailler pour que ça soit un investissement pérenne, que la question soit réglée, si possible, le plus durablement possible, en tout cas une bonne fois pour toutes, ne serait-ce que parce que ça coûte plus cher. Toutes ces décisions différées coûtent de plus en plus cher et c'est l'un des arguments, effectivement, qui sont aujourd'hui repris, c'est-à-dire que ça coûte cher pour l'État, pour les collectivités, que de financer ces infrastructures. Donc, on bloque et la consigne, effectivement, au niveau national, c'est d'essayer de lever le pied parce que, voilà. Sauf que pour nous, c'est différé, où on en fait petit bout par petit bout, en 95 et de suite, moralité, ça coûte très cher. L'autre élément, parmi les recommandations de la note de cadrage de l'autorité environnementale, je pense qu'il y a des choses qui reviendront, on les a vues nulle part. Par exemple, ils réclament un bilan des travaux de 95 sur l'aéroport. On ne sait pas si ça va être repris ou pas. On n'a pas vu quelque chose sur votre note. Enfin, en tout cas, il y a plein de... il y a beaucoup à faire. Vous pourriez peut-être même nous faire travailler, les usagers. Vous savez, on n'est pas si idiots que ça. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait faciliter si vous acceptiez de nous associer. Mais voilà, c'est très flou pour nous. On n'a pas de visibilité parce qu'il y a une liste de... Enfin, il y a pas mal à faire avant les autorisations, avant l'enquête publique. L'étude d'impact, elle n'est pas bouclée. Le compte-rendu du mois d'avril du comité de suivi des études écologiques promet de se retrouver pour pouvoir faire un état de l'état initial environnemental sur le volet terrestre. Je sais que ça a été un petit peu retardé parce que tout le monde est parti à Marseille. Ils l'écrivent, donc je le dis. Mais voilà, et après pour le côté marin, je ne sais pas s'il y a encore des choses ou à part le plan du Gongo, etc. Donc vous voyez, c'est très flou et c'est la raison pour laquelle on est véritablement inquiet parce qu'on n'a pas de prise, on ne sait pas. Et je pense que le calendrier 2023, je ne sais pas. Donc dites-nous-en plus. Rhys Novou, sur tout ce que vous venez d'entendre, vous en pensez quoi? Lorsque la note de précadrage de l'autorité avait été émise fin d'année dernière, je crois, moi, je l'avais compris de la manière suivante. J'avais compris qu'effectivement, comme l'a dit Chris Corgi, que le travail préliminaire ou le travail précédent qui avait été fait par la délégation de l'aviation civile à La Réunion était incomplet et donc il demandait des informations complémentaires. Je n'avais pas compris que c'était bloquant par rapport au projet. Donc effectivement, c'est une manière de
pas de challenger, en tout cas de demander à l'équipe qui est en charge du projet de présenter donc, les informations qu'il leur demande dans cette note-là. Mais il faut aussi, je pense, recadrer les choses parce que, effectivement, comme a dit Chris, ce ne sont pas les Mahorais contre l'environnement. Aucun Mahorais n'est contre l'environnement. Les Mahorais veulent faire les choses en tenant compte de l'environnement. Après, jusqu'à quel point la contrainte environnementale est bloquante? Est-ce qu'elle sera bloquante? Est-ce qu'il est possible de faire soit de contourner, réduire ou éviter? C'est à voir. Donc on attend effectivement, comme le disait Chris, on attend de pouvoir voir le rendu qui sera remis à l'autorité. Et ensuite, là, je pense que par contre, là, ce sera un vrai compte-rendu et dessus, on pourra en discuter. Sur la partie économique, monsieur... Allez-y. Je souhaite quand même intervenir par rapport à cette histoire d'environnement. N'oubliez pas que je suis chargé de la transition écologique. Ça fait partie aussi de mes attributions. Néanmoins, je me pose des questions depuis 3 mois que nous sommes élus. J'entends, on me pose des questions, des journalistes parisiens m'appellent pour me poser cette question sur la problématique environnementale à Mayotte. Est-ce que les Mahorais sont contre la protection des animaux? Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a une espèce à protéger beaucoup plus que l'homme? Puisque jusqu'à maintenant, dans ce projet, on ne parle pas de l'homme. Des riverains, des habitants du laboratoire de Pamandzi, on n'en parle pas, mais on parle beaucoup plus, on s'inquiète beaucoup plus de la santé des Gigong et des tortues que des Mahorais. L'environnement est devenu un sujet majeur mais l'environnement, depuis quelques années. Mais les habitants, l'environnement est devenu un sujet majeur parce qu'il y a l'homme. Il doit être, je veux dire, un environnement pour l'homme, que l'homme vive dans son cadre environnemental. Ce n'est pas l'homme qui doit être, je veux dire, l'environnement doit permettre à l'homme de s'épanouir, de vivre dans son environnement. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'on prend le sujet à l'envers. C'est à nous, je veux dire, de subir les choses. Donc, la manière dont les associations environnementales présentent les choses met en contradiction l'esprit même de l'environnement. Aujourd'hui, nous devons quand même nous poser et réfléchir vraiment, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre, nous les Mahorais? On n'a pas attendu, je veux dire, qu'on nous fasse des études pour savoir ce que c'est notre environnement. On a toujours vécu ici en harmonie avec notre environnement. Donc, on ne vient pas nous faire de leçons, d'études, de quoi que ce soit. Les Mahorais savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent l'environnement. Les Dugong, on les connaît depuis la nuit des temps. Ma grand-mère connaît le Lambora. Il savait déjà qu'il y avait de Gigong au niveau de notre lagon. Donc, les Mahorais ne consomment pas d'ailleurs le Dugong. Donc, je ne vois pas le problème qu'il y a. Le problème, moi, ce que j'ai envie d'entendre, ce que j'ai envie qu'on mette en avant, c'est la santé des riverains, c'est de prendre en mesure, je veux dire, l'environnement des habitants d'abord. Et non pas qu'on me dise qu'on saccage un environnement, on ne saccage pas mais s'il y a un problème, un Dugong, il va fuir, il va aller à Mouya, il ne va pas rester sur le lagon à côté de l'aéroport. Il va fuir, il va aller à Mouya. On a des endroits protégés un peu partout dans l'île. Donc je ne comprends pas s'il faut aller les compter, les prendre en charge et les mettre du côté de Mouya et mettre une barrière, je veux dire, de sécurité pour que le Dugong ne rentre pas s'il y a des travaux. On le fera s'il le faut, mais... pour moi, un animal, lorsqu'il sent le danger, il fuit, il va trouver un autre refuge ailleurs. Donc, que cette histoire d'environnement, qu'on arrête de nous rabâcher toujours la même chose. On sait qu'il faut protéger les animaux et on les protège depuis la nuit des temps. On n'est pas maltraitant envers les animaux. Les Mahorais n'ont jamais maltraité les animaux. Les Mahorais ont toujours vécu en harmonie avec leur environnement. Donc, merci d'en tenir compte de la santé d'abord de Mahorais, puisque c'est l'homme qui coûte cher à l'hôpital, ce n'est pas le Dugong. Merci, Madame Siti. Monsieur Masson, est-ce que dans l'évaluation socio-économique, justement, on va prendre en compte tout ce qui est en rapport avec le quotidien des habitants, notamment des riverains? Oui, et déjà sur l'étude environnementale, sur l'étude d'impact. Quand on parle d'impact, ce n'est pas forcément des impacts négatifs, y compris sur les sujets environnementaux. Et là, je rejoins complètement Mais en général, mon voisin. On met souvent en avant l'impact négatif. On met souvent en avant, effectivement, l'impact sur les espèces protégées, que ce soit faune et flore. Mais en l'occurrence, sur ce projet-là, et c'est ce qu'on mettra aussi en évidence, il y a une très nette amélioration de l'environnement humain
effectivement, en particulier sur les habitants de Pamandzi. C'est très clair. Aujourd'hui, vous avez énormément de populations qui voient tous les jours au-dessus de leur tête les avions. Donc c'est des nuisances en termes de bruit, c'est des nuisances en termes de poussière. Quand je suis à la maison du projet, moi, je reçois ces personnes qui me font part de ces sujets-là. Et oui, on le prend en compte et ça sera un avantage majeur d'une piste convergente par rapport à la situation actuelle. Parce que toutes ces personnes-là, elles ne subiront pas les nuisances qu'elles ont aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va survoler avec une piste convergente ? On va survoler les quelques habitations qu'il va y avoir sur l'îlot Funguju. Voilà, ça c'est clair, aujourd'hui ils ne sont pas concernés. Par contre, ils seront un peu concernés plus tard. Mais c'est tout. Tous ceux qui sont concernés aujourd'hui sur Pamandzi, sur l'abattoir, ils n'auront pratiquement plus de nuisances après. Et ça, on le mettra en évidence. C'est un point positif. Et ça sera pris en compte, naturellement, dans l'étude socio-économique qui arrive à la fin. Alors, naturellement, on ne peut pas la présenter aujourd'hui parce que, précisément, c'est un peu le bilan en fait, de toutes les mesures qu'on prévoit qui sont monétarisées en avantages, en inconvénients. Et on fait le bilan à la fin. Et bien entendu, qu'on prendra aussi en compte les avantages qu'il y a sur le milieu humain. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, Monsieur Masson, vous avez supervisé notamment, si mes renseignements sont bons, les travaux du viaduc de Millau. C'est bien cela. À l'échelle de notre piste longue à nous, en ce moment où on est en matière de comparaison, si on veut comparer l'avancée du chantier, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? On est plus vers la fin ou... On est dans les étapes de réalisation, c'est-à-dire une étape de réalisation d'un grand projet. Moi, à la base, effectivement, mon profil, c'est j'ai suivi beaucoup de grands projets d'infrastructures de transport, pas spécialement dans l'aérien. Hein. J'ai fait de l'autoroutier, des grands ouvrages d'art ou du ferroviaire. On est aujourd'hui dans une phase de réalisation. Et dans une phase de réalisation, il y a cette sécurisation technique et juridique qu'il faut mener correctement pour obtenir toutes les autorisations. Et ensuite, on passe véritablement à la phase travaux et s'assurer que tout ça est bien sécurisé pour qu'au moment de la phase travaux, on ne soit pas perturbé par des choses qui vont faire que les choses vont mal se passer. Je cite les matériaux, vous avez, je pense, tous en tête certains chantiers qui sont largement perturbés par des sujets d'approvisionnement de matériaux. Les matériaux, l'approvisionnement, nous, on veut le sécuriser tout de suite. On veut savoir où est-ce qu'on ira les chercher. Comment on va faire venir les matériaux? Parce qu'il va falloir aller en chercher sur grande terre des matériaux. On ne peut pas trouver toute la qualité en fait, en matériaux sur petite terre. Il va falloir aller chercher sur grande terre, il va falloir organiser le cheminement et l'organiser correctement. L'organiser correctement, ça veut dire qu'il ne faut pas se retrouver le moment venu sans avoir justement discuté en amont avec les riverains qui vont être concernés par les zones d'extraction. Donc ce que l'on veut faire maintenant pour trouver la bonne solution pour l'acheminement des matériaux. Parce qu'il y aura des nuisances dans cette période-là. Il y a un chantier sans nuisances, ça n'existe pas. Simplement, il faut les discuter, ces nuisances en amont, et discuter avec les riverains qui vont être concernés notamment par ce sujet-là. C'est tout l'objectif que l'on a en ce moment de cette concertation, de tout ce dispositif que l'on met en place. On veut échanger sur tous les sujets pour sécuriser le projet, le définir techniquement, mais le sécuriser techniquement et juridiquement. Donc on est dans cette phase de réalisation. Mais nous, on avait compris des annonces de Monsieur le Président de la République, c'était des études de faisabilité qui ne se faisaient pas des études d'impact. Mais ça fait partie, pour la faisabilité, enfin la faisabilité, elle était avant. On est dans les études de réalisation, là, aujourd'hui. Dans la réalisation, à un moment donné, il y a des autorisations administratives à obtenir. Par exemple, il va falloir qu'on achète des terrains sur les zones d'extraction de matériaux. Pour acheter des terrains, il faut une déclaration d'utilité publique. Pour une déclaration d'utilité publique, il faut une étude d'impact. Il va y avoir une enquête publique qui va être faite pour pouvoir acheter des terrains, pour obtenir l'autorisation environnementale, pour obtenir les autorisations de destruction d'espèces protégées, parce qu'il y aura des destructions d'espèces protégées. Donc il y aura des mesures compensatoires. Pour obtenir les autorisations d'ouverture de carrière, pour obtenir l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Tout ça, ça fait partie d'une démarche de réalisation de projet. Et donc pour tout ça, il faut une étude d'impact globale. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, qu'on veut consolider et qu'on veut surtout sécuriser. On va parler maintenant des bénéfices de ce projet, des bénéfices qu'il pourrait y avoir de ce projet, en tout cas les retombées. Mais d'abord, je vous propose de suivre ce reportage de la piste longue. Chris Courdy l'a dit tout à l'heure, ça date de plusieurs décennies. Il y a eu
moult manifestations, revendications et appels en faveur de sa réalisation. Une marche même pour une piste longue et surtout pour dénoncer la mainmise de la compagnie régionale a été organisée à Pamandzi malgré le mauvais temps. Vous allez l'entendre, les réclamations, les revendications des manifestants. Voyez ce reportage d'Hakim Ali Saïd. Deux institutions dans la ligne de mire de centaines de manifestants à Mayotte, la compagnie réunionnaise Air Austral et le pétrolier Total. Les habitants du 101e département de France ont le sentiment d'être des vaches à lait des deux sociétés. Le prix du billet d'avion entre Mayotte et La Réunion dépasse parfois les 700 € pour 2 heures de vol, tarif jugé exorbitant et qui trouve une partie d'explication dans le monopole du pétrolier Total sur l'île. Le kérosène ici est cher. Pourquoi? Parce qu'il est surtaxé. L'autre explication du prix élevé réside dans la longueur de la piste de l'aéroport de Pamandzi. 1930 mètres qui ne permettent pas des mouvements en pleine charge des avions gros porteurs. Une piste longue d'au moins 2600 mètres, c'est le souhait des Mahorais. Nous attendons que ça nous aide beaucoup au niveau des Mahorais d'une manière générale. Il est évident qu'on aura des prix abordables. Il est inconcevable qu'on ait seulement Air Austral depuis les années 80, qui est la seule compagnie à avoir le monopole dans cette île. Développer la concurrence, parce que plus le billet d'avion baisse, plus les gens vont voyager plus, parce que ça va encourager tout le monde. Donc il faut aller vers le changement, c'est-à-dire que tout le monde puisse venir en toute liberté et développer la concurrence. Air Austral est ici accusé de position de monopole à raison de ses dernières alliances avec Air Madagascar et Kenya Airways, les seules compagnies qui relient Mayotte à la France hexagonale. Les Mahorais entendent rester mobilisés sur le sujet jusqu'à la visite du chef de l'État au mois de juin prochain ici. Emmanuel Macron, qui dénonce les positions monopolistiques outre-mer, est ici très attendu sur le sujet. Les Mahorais veulent l'entendre sur la place de Total et d'Air Austral à Mayotte. Alors, comment être sûr que ça sera le cas quand on parle des bénéfices? Sur le site lapiste-longue-mayotte.fr, on apprend que cette piste longue va permettre notamment l'émergence d'une plus grande concurrence entre les compagnies aériennes, ce qui favorisera la diminution du prix du billet d'avion, la réduction des temps de vol vers la métropole, la possibilité d'ouvrir de nouvelles liaisons vers de grandes métropoles mondiales ou encore la possibilité de développer du transport aérien de marchandises. Monsieur Masson, je me tourne vers vous. Est-ce que on a déjà vu des compagnies qui souhaitaient desservir Mayotte? Il y a eu Air Mauritius, Air Seychelles. Il y a aussi eu Interrail qui voulait, cette compagnie, aller vers Pierrefonds à La Réunion, mais ça a échoué finalement. Nous concernant, nous, ça va vraiment être réel, ça va se concrétiser, notamment tout ce qui est monopole? Alors, ça dépendra des compagnies aériennes, hein. Simplement, ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est que la piste longue, c'est un objet qui est apporté, qui est un outil pour les compagnies aériennes. M. Nouveau l'a signalé, l'a rappelé tout à l'heure. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des contraintes fortes pour des compagnies pour venir utiliser la piste. Vous avez cité la formation des pilotes, des problèmes, des conditions d'accès de pistes qui sont plus délicates qu'ailleurs. C'est vrai, on le met en évidence, hein. Quand vous levez ces barrières, forcément, ça doit créer un appel d'air vers des compagnies aériennes qui aujourd'hui se disaient c'est pas la peine, j'y vais, c'est trop compliqué pour aller sur Mayotte. Voilà. Après, ce sera pas compliqué. Ce sera pas compliqué et surtout, il y aura un outil qui permettra effectivement de mettre en place des avions sur lesquels aussi les compagnies pourront avoir une rentabilité, parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y aura pas de compagnie. Voilà. Donc cet outil-là doit aider justement les compagnies à venir. Après, l'outil ne suffit pas. Il faut aussi la volonté des compagnies pour venir, effectivement. Et je crois que c'est tout l'objet aussi quand même de cette piste longue, hein, c'est de favoriser justement cette concurrence. La concurrence, en général, elle fait baisser les prix. Et sur les prix, c'est un constat qui est partagé, hein, on l'a indiqué noir sur blanc, hein, dans notre document aussi qui est à disposition sur le site internet, hein. On a indiqué les prix moyens vers les départements d'outre-mer. Ce n'est pas une surprise de voir que c'est Mayotte le plus cher, hein.
et de loin par rapport aux autres. Mais même avec la piste actuelle, M. Masson, il y a la compagnie Air Mauritius qui voulait venir. C'était en février 2018, chez nos confrères de Nouvelles de Mayotte, qui avait interviewé le ministre mauricien du Tourisme à l'époque, M. Anil Gayan, qui déclarait que les négociations avec la DGSC allaient dans le bon sens pour la création d'une rotation aérienne d'Air Mauritius entre Maurice, les Comores et Mayotte, et pourquoi pas une ligne directe entre Maurice et Mayotte. Il était plutôt confiant au moment où il faisait son entretien au mois de février, mais il a quand même rajouté ceci. Oui, ça avance, mais il y a encore des freins, notamment avec la DGAC, car pour l'heure, une seule compagnie règne sur Mayotte, donc nous pensons qu'elle fait tout pour freiner le dossier. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Déjà, avec la piste qu'on a, il y avait une compagnie qui voulait venir, mais au final, elle n'a pas pu. Oui, alors je ne connais pas exactement le dossier, je ne sais pas quelles sont véritablement les raisons du fait que cette compagnie ne soit pas venue. Je crois qu'il faut éviter peut-être de mettre aussi ça sur le dos de la DGAC. Il y a peut-être aussi des stratégies de compagnies qui, à un moment donné... On ne le met pas sur le dos de la DGAC. Non, je me rappelle à l'époque, Mme Annick Girardin, on lui avait posé la question sur cette question-là, et elle nous avait renvoyé vers la DGAC. Oui, non, mais je ne peux pas vous répondre précisément sur ce dossier-là, je n'en ai pas la connaissance. Simplement, moi, ce que je dis, c'est qu'avec la piste longue, si on vise effectivement des liaisons directes vers la métropole, il n'y a pas de raison au fait qu'il y ait des freins sur l'arrivée des compagnies. Je dirais, c'est même l'inverse. C'est l'inverse. On crée les conditions pour qu'il n'y ait plus de contraintes comme il peut y avoir aujourd'hui qui sont des freins pour la venue de nouvelles compagnies. On est bien dans la démarche inverse. Madame Chris-Cordy, vous y croyez ? Oui, j'y crois, parce que ce qui est certain, c'est que pour les usagers, le statu quo n'est plus possible. Je voudrais aussi insister sur un aspect. On est passé relativement vite après l'intervention de Monsieur le Président. Dans ce projet-là, il y a bien sûr des enjeux financiers. J'entends que certaines compagnies n'ont pas forcément le droit à les autorisations d'exploitation quand elles sont demandeuses. Quelles que soient les raisons et les stratégies et les motivations des décideurs, le fait est que les résultats, ce sont les usagers qui payent le prix fort. Et vous savez pertinemment la situation qui est la nôtre aujourd'hui. L'avion, ce n'est pas simplement une balade ou faire du tourisme, c'est des enjeux vitaux, en particulier et en premier chef, bien sûr, les enjeux d'ordre sanitaire. On n'oublie pas, et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont besoin absolument sous peine de perdre leur vie, de partir à La Réunion ou en métropole pour se faire hospitaliser, pour se faire soigner. Pourquoi ? Parce que l'offre sanitaire à Mayotte ne peut pas faire cette réponse. Et toutes ces personnes qui partent prennent les billets disponibles parce que nous n'avons pas le choix à des prix indescriptibles, qui empruntent, qui vendent bien, ainsi de suite, parce que c'est hors de portée. Donc, pour nous, véritablement, il faut bien qu'on se comprenne. J'ai l'impression que si on n'arrive pas effectivement à voir cette réalisation grâce à la parole présidentielle de Emmanuel Macron, je le dis, je crois qu'on ne sera plus renvoyé à 2050, ça sera peut-être en 2060. Donc, Monsieur le Président a raison, il y a deux choses qui nous plombent, c'est l'alibi environnemental, et vous l'avez très très bien dit, dans tout ce dossier, tous les experts, tous ceux qui y ont touché jusqu'à présent, ont joué du fait d'opposer effectivement les Mahorais aux besoins, aux enjeux environnementaux, encouragés fortement par des associations locales. La seule association aujourd'hui qui comprend les besoins et ces enjeux pour les Mahorais, évidemment, c'est la FMAE. Pourquoi ? Parce que c'est la Fédération des associations environnementales de Mayotte. Pour le reste, il y a une association qui a pignon sur rue. Les naturalistes, à eux tout seuls, ils font le poids d'une ONG. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant de notoriété, mais c'est une parole qui porte. Donc, il ne faut pas que l'environnement soit un alibi pour une énième fois, effectivement, renvoyer ce projet pour les Mahorais à plus tard. Et Monsieur le Président a parfaitement raison. Les Mahorais ne sont pas contre leur environnement. C'est la manière et la gouvernance imposée sur ces questions aujourd'hui qui fait presque qu'ils s'en détournent parce que soit ils ont assez de volonté pour résister et ne pas accepter la place assignée dans ces enjeux aujourd'hui, soit effectivement ils jouent le jeu parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il y a un jeu malsain qui est en train de se jouer autour de cette question et ça en arrange beaucoup et c'est devenu même une institution. Les Mahorais, ils brûlent tout. Mais ils foutent le feu partout. Mais ils mettent les poubelles partout. Ils veulent une piste longue.
parce qu'ils n'aiment pas les dugongs, parce qu'ils veulent saccager le lagon. Ils n'ont pas compris que le lagon est extraordinaire. Il faut arrêter ce discours. Et vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. Et je m'approprie ce discours. Il faut qu'on se batte. Et je vous fais messager, Monsieur Masson, de ce discours. C'est pas vrai. Les Mahorais ne sont pas anti-environnement, mais ils sont parfaitement lucides. Non, mais je sais, je vous fais messager puisque c'est vous qui avez l'oreille de Dieu. Donc, dites-leur bien que les Mahorais ne sont pas en train de dire on est contre ceci, c'est leur vie. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand ça chauffe à Mayotte, tout le monde se barre, tous ces bien-pensants se barrent, et qui reste encore à la confrontation des problèmes à Mayotte, c'est encore nous. Mayotte est un territoire français, on est département comme d'autres. Il faut arrêter de nous donner l'impression qu'on nous rend service, on nous dit ah mais on a mis beaucoup d'argent quand même pour vous, donc il faudrait dire merci. Notre culture nous l'impose, mais nous on vous le servira pas parce que vous ne comprenez pas. Quand nous disons Alhamdoulilah, merci, on est reconnaissant. En face, on abuse parce qu'on dit ils sont faibles, peut-être même un peu, voilà, et on fait n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle on ne va pas lâcher l'affaire. Moi, je n'ai pas l'intention, Monsieur le Président, faites-le. Si jamais je disparaissais, la piste longue, ça ne sera pas pour 2060, mais je crains que vous soyez déjà en train de filer, comme il a dit là, Monsieur Macron. Oh, on a fait des études pendant 20 ans, comme ça, on les a bien baladées. Il ne faut pas que ça soit ça. Et pour l'instant, donnez-moi des raisons de croire que ce n'est pas vrai. On n'est pas en train de... Par exemple, l'état initial pour le volet environnemental. Vous me dites qu'il y a plein d'inventaires que vous faites, etc. Mais vous n'allez pas recommencer tous les inventaires, puisque toutes les organisations environnementales de ce pays en ont déjà fait. Donc, il y a déjà un certain nombre de données qui sont disponibles, vous voyez. Donc, tout ça mis bout à bout. Et moi, j'ai peur que vous me disiez que le volet marin, il va prendre encore 6 mois et 1 an, et ainsi de suite. On va laisser... Pardon. Oui. On a bientôt fini. Allez-y. Oui, juste pour répondre sur le sujet. On n'a pas regardé que le volet terrestre, le volet marin. On a fait aussi les inventaires dans le milieu marin. C'est déjà fait. L'inventaire, il est complet. Là, aujourd'hui, ce qu'on va présenter, c'est quelque chose qui est complet. Et rassurez-vous, les sujets environnementaux, on les prend dans leur globalité. Mais par contre, c'est un élément du projet qu'il faut prendre en compte, qu'il faut traiter correctement. Les inventaires, on les a refaits, oui, parce que si on ne les refait pas, je sais ce que ça va donner mi-2022 avec l'autorité environnementale qui nous dira à juste titre, votre inventaire, il est incomplet parce que vous avez pris des données partielles ou que vous n'avez pas fait les relevés sur le terrain ou que votre inventaire, il est trop vieux. Bon, voilà, donc on le refait, on fait les choses correctement. Peut-être que vous avez l'impression qu'on perd un petit peu de temps en ce moment. Je peux vous assurer que c'est pour en gagner beaucoup derrière. Et ça, c'est vraiment important pour... Là, vous me parliez du pilotage de grands projets d'infrastructure. C'est essentiel dans la démarche de pilotage d'un grand projet d'infrastructure. C'est anticiper les problèmes qu'il pourrait y avoir plus tard, perdre éventuellement un petit peu de temps en ce moment pour ne pas le perdre plus tard. On va terminer en concluant. La question de départ, c'était est-ce que la piste longue est sur les bons rails? Pour vous, Régis Nouveau, elle est sur les bons rails ou pas? Pour l'instant, moi, mon sentiment, c'est que la piste longue s'est lancée. Alors, à voir à quelle vitesse tout ceci pourra être réalisé. Donc, ça dépendra des comptes rendus aux différentes commissions. Ça dépendra aussi des décisions politiques. Espérons que le politique local sera invité à prendre position. Je pense qu'il sera, puisqu'ils font partie des cofinanceurs. Mais je tenais à rappeler juste une chose par rapport au fait qu'on prévoit de nous livrer un outil. La piste longue, effectivement, c'est un outil qui permettra de faciliter les opérations vers Mayotte. Donc les compagnies aériennes n'auront plus de frein à venir à Mayotte. Ce sera comme si elles viendront à Mayotte, comme si elles iront à New York ou que sais-je, à Delhi ou à Bangkok. Ce seront les mêmes conditions. Ce sera open bar, ce seront les mêmes conditions techniques. Ce ne sera pas forcément open bar, parce qu'ici nous restons en Europe, donc il y a des conditions réglementaires pour pouvoir le faire. Mais juste dire que c'est un outil, ça ne fera pas tout. Aujourd'hui, le marché de la métropole, par exemple, c'est à peu près 140 000 passagers. 140 000 passagers, admettons avec une piste longue, ce marché, admettons qu'il soit doublé grâce à une piste longue, on puisse faire venir plus de monde, ça représentera que 280 000 passagers. Sur 280 000 passagers, on n'aura pas la place pour 5 ou 6 compagnies aériennes. Donc si on veut que ce marché puisse être attractif, si on veut pouvoir attirer des compagnies aériennes aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut travailler sur l'attractivité de l'île, il faut travailler sur le secteur touristique, il faut travailler sur l'insécurité, il faut travailler sur les embouteillages, il faut travailler sur beaucoup de choses, sur la formation de nos personnels ici, hôteliers, etc. Donc c'est un dossier qui est global. Le fait d'avoir une piste longue ne réglera pas tout,
nous donnera un outil, mais il faut qu'en même temps, parallèlement à ça, on travaille sur des projets structurants également. La piste longue ne sera pas rendue dans 3 ans. Donc nous, par exemple, c'est pour ça que le projet Zena, on l'a calibré pour pouvoir opérer tout de suite avec les conditions actuelles. Le problème du prix du billet d'avion dont parlait Chris Corgi, qui est très élevé pour aller se faire soigner à La Réunion, pour avoir de la famille en métropole, ça c'est quelque chose, j'en fais la promesse ici aujourd'hui, au vu de notre business plan, on le réglera. Donc on mettra à disposition des Mahorais tout de suite, avec les infrastructures tout de suite, des prix qui seront abordables toute l'année pour pouvoir aller en métropole, pour pouvoir aller à La Réunion. Et ensuite, quand la piste arrivera, on a déjà projeté la flotte pour cette piste longue, la flotte pour pouvoir faire des vols long courriers. Pourquoi pas que forcément la France? Il y a l'Europe, on a l'Asie, on a l'Afrique qui n'est pas du tout exploitée au départ de Mayotte. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est un sujet qui, comme disait Chris, avec les petits retards mis bout à bout, on ne sait pas encore à l'heure actuelle quand est-ce qu'on pourra profiter de cet outil. Donc il faut aussi pouvoir agir et faire améliorer en tout cas le portefeuille du Mahorais, parce que je rappelle que Mayotte c'est le département le plus pauvre d'Europe, mais on paye des billets qui font partie des plus chers d'Europe, donc il faut pouvoir le changer tout de suite. Rapidement, on me dit que 1 minute. Non, il faudrait qu'on explique un certain nombre de choses. La piste longue, c'est l'ouverture de Mayotte vers le monde. Et cette piste est pour d'abord les Mahorais. Je tiens bien à le préciser, c'est une piste de Mayotte et des Mahorais. Nous voulons, à partir de cette piste longue, prendre nos avions ici à Mayotte et aller vers l'extérieur. On ne fait pas cette piste pour que les compagnies aériennes de l'extérieur viennent à Mayotte. C'est pour que les Mahorais puissent disposer de leurs compagnies aériennes et pouvoir explorer le monde. Donc il faudrait bien poser les choses. La problématique du protectionnisme de Aerostral, on en est bien conscient. Il y a vraiment une contradiction, j'ai envie de dire, il y a une contradiction entre ce qu'on nous enseigne dans les écoles françaises et on nous enseigne que le protectionnisme, c'est pas bien, il faut libéraliser. Et aujourd'hui, lorsque les Mahorais veulent créer leur compagnie pour se libérer, pour rentrer dans la libéralisation, on leur dit non, c'est pas bon parce qu'il faut protéger Aerostral, parce qu'Aerostral va mourir, parce que ceci, parce que c'est là. Mais c'est contradictoire aux théories économiques. Donc moi, je voudrais lancer un message au directeur d'Aerostral de ne pas avoir peur de Zena ni des Mahorais. Nous faisons partie du même pays, chacun a droit à sa chance. Il faut qu'ils nous laissent un peu tranquilles pour que nous développions notre île. Et ils ont besoin de nous. Et peut-être si Zena et d'autres compagnies de Mayotte voient le jour, ça les permettra aussi de survivre et de trouver des solutions pour qu'on soit complémentaires dans l'océan Indien. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Merci à tous les 4 en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Je lance un appel aux repreneurs de OTAM. Je vais passer la main.